Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce TD à distance de découverte de l'entreprise. Ce premier TD fait écho à notre premier chapitre de cours magistral intitulé Qu'est-ce qu'une entreprise ? Nous allons ici nous intéresser principalement à la diversité des entreprises à travers des documents. Comme vous le voyez, le premier document est un tableau intitulé Les entreprises selon leur taille en 2015, publié par l'INSEE en 2018. On voit bien les 4 catégories distinguées par l'INSEE concernant la dimension des entreprises. Micro-entreprises, petites et moyennes entreprises, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, et enfin les grandes entreprises. Je vous rappelle que cette catégorisation de l'INSEE se base sur 2 critères, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires. Ici, on s'intéresse à différentes données de ces entreprises, à leur nombre, à leur effectif salarié, à leur chiffre d'affaires à l'export qu'elles réalisent, et enfin à la valeur ajoutée qu'elles produisent. Donc voilà, j'ai présenté le document, passons maintenant aux réponses aux questions. Alors première question, faire une phrase avec chacune des données soulignées. On a 287. Cela signifie qu'en France, en 2015, selon l'INSEE, on comptait 287 grandes entreprises. Deuxième chiffre, 28,6. Comme on peut le voir, c'est un nombre en pourcentage, 28,6%. La phrase est la suivante. Selon l'INSEE, en France, les petites et moyennes entreprises emploient 28,6% des salariés des entreprises. Pour le nombre 34, c'est aussi un nombre en pourcentage. 34% du chiffre d'affaires à l'export des entreprises françaises est réalisé par les entreprises de taille intermédiaire. Enfin 20%. 20% de la valeur ajoutée hors taxe des entreprises est générée par des micro-entreprises. Deuxième question, transformer la première ligne en pourcentage de répartition. Pour transformer ces nombres en pourcentage de répartition, il faut appliquer la formule sous-total sur total fois 100. Ici, le total peut être obtenu en faisant la somme des données chiffrées de toute la ligne. Ce qui fait donc 287 plus 5753 plus 139 941 plus 3 674 141. Ce qui donne au final 3 820 122. Donc commençons par les micro-entreprises pour transformer donc cette première ligne en pourcentage de répartition. Donc on a 3 674 141 micro-entreprises en France. Ça c'est le sous-total. Si l'on divise par le total, 3 820 122, et que l'on multiplie par 100, on obtient 96,18% environ si on arrondit. Ensuite, pour les PME, les petites et moyennes entreprises, on en a 139 941. Si l'on prend ce chiffre et on le divise par le total 3 820 122 et que l'on multiplie par 100, on obtient 3,66%. Pour les entreprises de taille intermédiaire, 5753 divisé par le total 3 820 122 et multiplié par 100, cela donne 0,15%. Et enfin, pour les grandes entreprises, on en a seulement 287 en France. Si on divise ce chiffre par 3 820 122, le total, et que l'on multiplie par 100, on obtient un chiffre très très faible de 0,0075%. Donc après ces petits exercices mathématiques, passons à la question 3. Quel constat peut-on faire de la situation des entreprises en France selon leur taille ? Premier constat, à partir des données chiffrées en pourcentage que l'on vient de calculer, l'écrasante majorité des entreprises en France sont des micro-entreprises. 96,18% environ des entreprises en France sont des micro-entreprises. Et l'on compte seulement 287 grandes entreprises, soit une infime proportion du total. Pourtant,
le poids de ces micro-entreprises est assez faible dans l'économie. Elles représentent plus de 95% des entreprises et pourtant elles n'emploient que 18,4% de l'effectif salarié total et ne produisent que 20% de la valeur ajoutée hors taxe totale des entreprises françaises. De même, leur activité internationale est très faible, puisque ces micro-entreprises ne sont responsables que de 2,8% du chiffre d'affaires à l'export de l'ensemble des entreprises. Au contraire, les grandes entreprises sont extrêmement minoritaires en France, mais ont un poids économique très important. Elles emploient 28,4% de l'effectif salarié, génèrent plus de la moitié du chiffre d'affaires à l'export, 50,5%, et pèsent pour 31,4% de la valeur ajoutée achetée totale. Donc on a fini avec ce premier document. Passons au document 2, qui nous vient également de l'INSEE et qui présente les entreprises publiques en France. Je vous rappelle la définition des entreprises publiques. Ce sont des entreprises qui appartiennent intégralement ou majoritairement à l'État. Le document 2 comporte en fait deux graphiques. Le premier graphique est sous la forme de 3 courbes, retraçant une période de 30 ans, de 1985 à 2016. Ces 3 courbes représentent l'importance déclinante, puisque les 3 courbes sont toutes décroissantes, donc l'importance déclinante du secteur public dans l'économie française à travers 3 indicateurs. L'effectif salarié, la valeur ajoutée et les immobilisations. Ce dernier indicateur, les immobilisations, correspondant au capital de ces entreprises, essentiellement les bâtiments et les machines. Première question, faire une phrase avec les données de l'année 2016. Selon l'INSEE, en 2016 en France, le secteur public employait environ 5% de l'effectif salarié total des entreprises, générait également un peu plus de 5% de la valeur ajoutée et représentait un peu moins de 20% des immobilisations. Deuxième question, comment a évolué le poids du secteur public dans l'économie française de 1985 à 2016 ? La réponse est assez simple, on le voit par l'allure des courbes. Le poids du secteur public s'est fortement réduit depuis le milieu des années 1980. En 1985, il employait environ 20% de l'effectif salarié des entreprises, contre 5% en 2016, soit une baisse de 15 points de pourcentage. Concernant la valeur ajoutée générée par les entreprises publiques, on est passé de 25% à 5%, soit une réduction de 20 points de pourcentage. Enfin, pour ce qui est des immobilisations, on est passé de 47% à moins de 20%. Pour la deuxième partie du document 2, on a affaire à un diagramme en bâton ou histogramme. Il représente le nombre de sociétés contrôlées majoritairement par l'État de 1995 à 2016, autrement dit le nombre d'entreprises publiques françaises. Cet histogramme est couplé à une courbe représentant l'évolution de l'effectif salarié de ces entreprises publiques en milliers. Donc c'était la réponse à la question 1, présenter le document. On peut rajouter la source du document, l'INSEE l'a publié en 2019. Deuxième question, faire une phrase avec les données de l'année 2016. En 2016, en France, on comptait environ 1700 entreprises publiques qui employaient environ 800 000 salariés. Enfin, troisième question, mettre en relation les données du document 2A avec celles du document 2B. Dans le document 2A, on a constaté le déclin du secteur public en France depuis les années 1980. Le document 2B donne en quelque sorte la raison, l'explication de ce déclin, même de cette forte réduction de l'importance du secteur public. C'est un mouvement de privatisation qui fait que le nombre d'entreprises publiques a fortement baissé. En 1995, on comptait plus de 2600 entreprises publiques qui employaient environ 1 500 000 salariés. En 2016, elles sont 1000 de moins. Passons maintenant au document 3.
Le document 3 est un texte, un extrait d'un article rédigé par Élise Barthé dans Le Monde du 30 janvier 2019, intitulé « Le nombre d'auto-entrepreneurs explose, leur compte en banque moins ». Cet article revient sur le statut de micro-entrepreneur, auparavant désigné par le terme auto-entrepreneur. Je vous rappelle que c'est un statut concernant les travailleurs indépendants, les entrepreneurs individuels, qui leur permet de bénéficier de démarches administratives simplifiées et d'un régime social et fiscal avantageux. Première question donc, quel constat économique peut-on faire du statut de micro-entrepreneur ? On peut relever ces constats dans les 2 premiers paragraphes. Premier paragraphe, en 2018, la moitié des créations d'entreprises se font sous le statut de micro-entrepreneur. Donc c'est un statut attractif qui connaît un important succès. Deuxième constat, c'est dans le 2e paragraphe, le revenu de ces micro-entrepreneurs est en fait assez faible, de l'ordre de 1 200 € par mois, ce qui oblige la grande majorité d'entre eux à avoir une autre activité. Deuxième question, pourquoi ce statut est-il perçu comme favorisant une concurrence déloyale ? La réponse est dans le 3e paragraphe. Comme on l'a rappelé, ce statut de micro-entrepreneur est très favorable au niveau fiscal et administratif. Du coup, les travailleurs indépendants classiques, les entreprises individuelles traditionnelles, disons, accusent ce statut de leur porter une concurrence déloyale. Enfin, dernière question, expliquez en quoi ce statut entraîne de nombreux contentieux judiciaires. Il y a 2 raisons au développement des affaires judiciaires pour ce statut de micro-entrepreneur. Premièrement, les travailleurs indépendants classiques saisissent la justice pour essayer de faire condamner cette concurrence déloyale. Et deuxième raison, cela est dû à l'essor de l'économie des plateformes numériques, de type Uber. Phénomène qu'on appelle d'ailleurs l'ubérisation de l'économie. Les travailleurs de ces plateformes, ces chauffeurs, ces livreurs, ne sont pas juridiquement des salariés de ces plateformes. Ils sont, du moins en théorie, des micro-entrepreneurs, des travailleurs indépendants. Certains d'entre eux ont saisi les tribunaux pour tenter de se faire reconnaître comme salariés de ces plateformes, car il y avait souvent une relation de subordination vis-à-vis des plateformes, puisque ces travailleurs reçoivent des instructions, des ordres de ces plateformes, et aussi sont soumis à un contrôle. Donc certains travailleurs ont réussi à faire requalifier leur contrat commercial en contrat de travail avec Uber. Enfin, dernier document, document 4, c'est un article du journal L'Humanité publié par Christophe Deroubaix intitulé « La République sociale des ex-Fralib » et qui date du 13 janvier 2017. Cet article s'intéresse au cas d'une SCOP. Rappelez ce qu'est une SCOP, c'est la première question. Une SCOP est une société coopérative et participative. Dans une SCOP, les salariés sont propriétaires de l'entreprise. Ils détiennent au moins 51% du capital social et 65% des droits de vote. 2 principaux éléments caractérisent les SCOP. Une gouvernance démocratique et un partage plus équitable de la valeur ajoutée. C'est une organisation de l'économie sociale et solidaire. Deuxième question, qu'est-ce qui a conduit les ex-salariés de Fralib à créer une SCOP ? L'usine Fralib dans les Bouches-du-Rhône appartenait à la multinationale Unilever et produisait notamment le thé éléphant. Unilever a pris la décision en 2011 de fermer le site de production et de le délocaliser en Pologne. Les salariés ont décidé de se mobiliser pour ne pas perdre leur emploi. Ils ont refusé de voir leur outil de production partir de France. Ils voulaient conserver en France ce savoir-faire ancien. Du coup, après 1336 jours de lutte, ils ont réussi à créer leur SCOP. Ils sont donc propriétaires de leur entreprise. Question suivante, question numéro 3. Quelles sont les difficultés auxquelles se heurte la SCOPTI ? La SCOPTI est confrontée à 2 principaux problèmes. Premièrement, un problème de distribution de ses produits, certains magasins refusant de référencer ses produits, de les vendre dans ses rayons. Deuxième problème, un problème de financement, notamment pour constituer ou reconstituer sa trésorerie, les banques lui refusant de lui accorder des prêts.
Quatrième question, comment qualifier le mode de gestion de la SCOPTI? C'est un mode de gestion démocratique. Les coopérateurs, c'est-à-dire les salariés propriétaires, sont souverains. Ils prennent les décisions stratégiques à la majorité en assemblée générale. Ils désignent aussi leur direction par un vote, direction qui assure les tâches quotidiennes de gestion de l'entreprise. C'est aussi un mode de gestion égalitaire. La grille salariale s'appliquant dans l'entreprise a été discutée, débattue et votée par les salariés. Et alors que chez Unilever, le salarié le plus payé gagnait 300 fois plus que le salarié le moins payé, ce rapport n'est que de 1,25 chez SCOPTI. Dernière question. Quelles sont les conséquences d'un tel mode de gestion? Il y en a deux principales. Premièrement, le système de SCOP a généré un fort sentiment d'appartenance des salariés à leur entreprise, puisqu'ils sont, rappelons-le, collectivement et individuellement propriétaires de l'entreprise. Deuxième conséquence, une responsabilisation des salariés, qui ne se considèrent plus comme de simples exécutants, comme c'était le cas du temps d'Unilever. Ils sont plus impliqués, plus engagés dans la marche de l'entreprise, dans la production. Et voilà, c'est fini pour ce premier TD de découverte de l'entreprise. À très bientôt pour de nouveaux cours.